Cher maître, honorable assistance, permettez-moi tout d'abord de remercier le comité scientifique de la SOCAR qui nous permet de nous réunir à travers l'organisation de la 7e journée scientifique. Ma présentation est intitulée l'hydroxychloroquine azithromycine, un traitement pour les patients atteints de COVID-19, risque ou innocuité cardiaque. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer et pour commencer, nous suivrons le plan suivant. Après une brève introduction qui mettra en évidence la problématique du sujet, nous décrirons la méthodologie adoptée pour l'élaboration de cette étude, puis nous présenterons les résultats qui seront discutés avec la littérature avant de conclure. Alors que le monde a été ébranlé par cette nouvelle pandémie causée par un nouveau coronavirus dénommé SARS-CoV-2, la communauté scientifique chinoise et marseillaise, sur la base d'études in vitro, a émis l'hypothèse de l'association hydroxychloroquine-azithromycine comme traitement de la COVID-19. Cependant, ces médicaments longtemps utilisés comme agents antipaludéens et lupiques possèdent un risque arythmogène non négligeable. Notre travail se propose donc de caractériser ce risque par l'étude du degré d'allongement de l'intervalle QT chez les patients atteints de COVID-19 traités par cette association. L'étude est une cohorte de patients hospitalisés à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat qui ont reçu 10 jours d'hydroxychloroquine combiné à 7 jours d'azithromycine. L'hydroxychloroquine a été administrée par voie orale à raison de 200 mg 2 fois par jour, tandis que l'azithromycine a été administrée à raison de 500 mg le premier jour, suivi de 250 mg par jour pendant 6 jours. En outre, les patients ont reçu un traitement adjuvant tel que les vitamines C et D et l'héparine de faible poids moléculaire à dose préventive. Une surveillance par un électrocardiogramme a été effectuée au jour 0 avant la prescription, 2 jours après et à la fin du traitement. Ces ECG ont été évalués manuellement par des cardiologues pour calculer l'intervalle QT à partir de l'une ou l'autre des dérivations D2, V2 ou V5 et corrigés par la formule de Bazet lorsque la fréquence cardiaque était comprise entre 60 et 80 battements par minute ou la formule de Friederichia dans les autres cas avant toute comparaison intra- et inter-individuelle. La mesure de l'intervalle QT a été effectuée par la méthode des tangentes. Le score de Tisdale a été appliqué à l'admission pour évaluer le risque d'allongement de l'intervalle QT. Au total, sur une période de 17 jours allant du 9 au 26 mai 2020, nous avons colligé 109 patients, donc 327 ECG. Les critères d'inclusion comprenaient les patients hospitalisés avec au moins un résultat positif au test PCR par voie nasopharyngée. Il n'y avait pas de critères d'exclusion à proprement parler. L'analyse statistique a été effectuée par le logiciel SPSS version 26. Les résultats sont exprimés en moyenne plus ou moins écart type pour les variables quantitatives à distribution symétrique, en effectif pourcentage pour les variables qualitatives. Le test ANOVA, avec mesures répétées, a été utilisé pour étudier les changements des paramètres électriques après l'initiation du traitement. Un test de Moseley a également été utilisé pour voir la signification des variations individuelles. Le seuil de significativité statistique a été arrêté à 0,05. Les résultats de notre étude se présentent comme suit. L'âge médian de nos patients était de 30 avec un intervalle interquartile allant de 25 à 44 ans et tous étaient des hommes. Les facteurs physiologiques susceptibles de prolonger l'intervalle QT ont été recherchés pour chaque patient. 37,5% d'entre eux étaient obèses ou en surpoids, 1,8% souffraient de dystroïdie, 1,8% étaient alcooliques et 2,8% avaient des antécédents d'atteinte du système nerveux central. Aucun patient ne souffrait d'une maladie cardiovasculaire sous-jacente ou ne portait de dispositif médical implantable.
aucun ne prenait de diurétique de Lens ou de médicaments concomitants susceptibles d'allonger l'intervalle QT. Les deux seuls médicaments allongeant l'intervalle QT étaient l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qu'ils étaient sur le point de prendre. Le score cumulé de Tisdale variait entre 6 et 8 points, enrôlant des patients situés entre un risque faible à modéré. Le QT corrigé moyen de base était de 377 plus ou moins 29,46 millisecondes. L'évolution des patients à J2 et à J10 s'est présentée comme suit. À J2, le QT s'est allongé à 383 millisecondes. Ceci faisait une différence de 16,5 millisecondes par rapport au QT de base, qui était statistiquement significatif avec un P inférieur à 0,01. À J10, le QT était encore plus long, à 393 millisecondes, avec une différence également significative sur le plan statistique. Des effets secondaires ont également été rapportés par les patients. Il s'agissait essentiellement de diarrhées qui se sont spontanément résolues. Cette figure montre encore plus clairement l'évolution de l'intervalle QT. À J0, le QT était de 377, il s'est allongé à J2, il s'est encore plus rallongé à J3. Toutefois, la valeur maximale du QT était de 472 millisecondes, n'atteignant pas le cutoff de 500 millisecondes. Sur cette figure qui montre également la distribution du QT corrigé par intervalle, on constate qu'il y avait peu de patients, en jaune, qui avaient un QT élevé, compris entre 440 et 480 millisecondes. À J0, la proportion était insignifiante, moins de 2%. À J2, légèrement élevée. À J10, il y a encore un peu plus de patients, sans que toutefois la valeur maximale du cutoff n'ait atteint 500 millisecondes, de sorte qu'aucun patient n'a eu besoin d'arrêter son traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Notre discussion se fera avec deux grandes études qui ont été publiées récemment dans le journal américain de cardiologie. Il s'agit de l'étude de Bessière et collaborateurs qui a colligé 40 patients hospitalisés en unité de soins intensifs à France, traités par de l'hydroxychloroquine à raison de 200 mg 2 fois par jour pendant 10 jours, avec ou sans azithromycine. Donc l'azithromycine n'était pas combinée de façon permanente dans cette série. Cette étude a révélé un allongement du QT corrigé dans 36% de la série. Toutefois, aucune arythmie n'a été signalée. Cependant, dans l'étude de Mercuno et collaborateurs, qui a porté sur 90 patients, tous COVID diagnostiqués COVID positifs, hospitalisés, traités de façon combinée par l'hydroxychloroquine azithromycine, il est survenu un événement de torsade de pointe. Cet événement, par contre, est survenu 3 jours après l'arrêt de ces médicaments et d'autres facteurs de risque étaient présents chez ce patient, comme une bradycardie, une cardiomyopathie récente et l'utilisation de propofol, une drogue connue à haut risque arythmogène. Nous ne saurons finir sans parler de cette cohorte de M. Raoult et collaborateurs, le grand défenseur de l'hydroxychloroquine. Il a réalisé une cohorte avec son équipe de 3737 patients diagnostiqués COVID positifs, traités de façon combinée par l'hydroxychloroquine azithromycine pendant 3 mois. Et au résultat, il n'y avait aucune arythmie, il n'y avait aucune notion de mort subite. On peut dire que les résultats de notre étude corroborent ceux de M. Bessière et de M. Raoult, dans le sens où aucun de nos patients n'a eu besoin d'arrêter son traitement puisque le QT, qui était quand même allongé au cours de l'expérience, n'a pas atteint le cutoff de 500 millisecondes et il n'y avait aucun événement indésirable à type de torsade de pointe ou autre arythmie ventriculaire.
En conclusion, notre étude permet de rassurer les prescripteurs sur la sécurité d'utilisation de l'association hydroxychloroquine-azithromycine dans un contexte épidémique menaçant, surtout pour les jeunes patients sans comorbidité. Cependant, il s'agit d'une étude monocentrique avec une population sélective et exclusivement masculine, d'où la nécessité d'autres études avant une application généralisée. Merci pour votre attention.